Aujourd'hui, on va voir les médicaments antalgiques, ça veut dire les médicaments actifs contre la douleur. Les médicaments qui peuvent atténuer ou supprimer la douleur. Alors, à la fin du cours, vous devez être capable de citer les différentes classes d'antalgiques, les différentes classes de médicaments antalgiques, et éventuellement, les différentes molécules. Et aussi donc connaître les principales propriétés pharmacologiques et caractéristiques de ces différentes molécules ainsi que leur utilisation clinique. Donc dans le sommaire, ça va être un plan classique où on va décrire les différentes classes de médicaments en citant à chaque fois les propriétés pharmacologiques de chacune et les indications dans quoi elle est utilisée. Donc, la douleur est définie par l'OMS comme une sensation, comme une expérience plutôt sensorielle, émotionnelle, désagréable, ressentie par le patient et décrite en termes d'une lésion réelle, une vraie lésion ou potentielle. Cette définition confère au symptôme qu'est la douleur une certaine subjectivité d'appréciation. Donc, il existe des échelles internationales validées pour mesurer la douleur, mais la subjectivité y est toujours. Bref, il faut savoir que la douleur est un symptôme, donc vous devez le savoir, donc ce n'est pas une maladie en elle-même, elle est la manifestation d'une, comme il est dit dans la définition, d'une lésion, donc organique ou autre. Les médicaments traitant la douleur vont être des médicaments purement symptomatiques qui vont éliminer la douleur. Il faut à côté penser à traiter la cause, si c'est possible. Un petit rappel de physiologie concernant la transmission du message douloureux. À partir des terminaisons nerveuses des nerfs sensitifs périphériques, on a ce qu'on appelle les nocicepteurs. Ce sont les récepteurs qui, au niveau des terminaisons nerveuses, c'est les terminaisons nerveuses elles-mêmes qui vont détecter la sensation douloureuse, les stimuli douloureux. Donc ces stimuli, vous le savez, ils peuvent être diversifiés, ils peuvent être chimiques, mécaniques, électriques ou thermiques. Après, ce message sera transmis via l'influx nerveux vers la corne postérieure de la moelle épinière et ce transfert se fait via les différentes fibres nerveuses que vous connaissez. Pour rappel, donc on a les fibres de gros calibre A, alpha et A, bêta, donc les fibres myélinisées qui sont caractérisées par une transmission rapide de l'influx. Par contre, ils sont responsables de la transmission des stimuli douloureux de faible intensité. On a les fibres peu myélinisées, les A gamma, à conduction, donc à vitesse de conduction moyenne, et qui transmettent les stimuli d'intensité moyenne à modérée. Et puis les fibres C, complètement amyélinisées, à conduction lente, et responsables de la transmission des stimuli d'intensité élevée, donc intense, notamment les stimuli chimiques. Ils sont souvent impliqués dans tout ce qui est douleur chronique. À partir de la moelle épinière, il va y avoir des connexions interneuronales, mettant en jeu des substances médiatrices de la douleur. On les appelle des substances algogènes. Elles vont jouer le rôle de transmetteurs qui vont transmettre au niveau de la fente synaptique d'un neurone à un autre le message, l'influx nerveux. Donc on a la substance P principalement, c'est le principal agent algogène de l'organisme. On a aussi à côté les prostaglandines, les bradykinines, l'histamine, la sérotonine et aussi les ions H+.
Par la suite, donc, l'influx sera acheminé via les voies ascendantes vers les centres d'intégration, constitués pour la douleur du cortex frontal et pariétal et du thalamus, auquel est associé aussi le système limbique. Donc, cortex frontal et pariétal plus thalamus, c'est pour la localisation de la douleur, l'identification, plutôt la détermination de l'intensité. Et le système limbique, vous le savez, c'est pour la composante émotionnelle qui est la souffrance, donc liée à la douleur. Par la suite, il va y avoir les voies efférentes, donc les voies descendantes des centres d'intégration vers la périphérie pour répondre, c'est une boucle réflexe, pour répondre aux stimuli. Et la réponse va être soit une réaction donc du membre, un fléchissement du membre par exemple, ou alors une inhibition de cette sensation douloureuse. Donc l'organisme peut contrôler la douleur en situation, enfin ça dépend de l'intensité des stimuli, et ce contrôle se fait via ce qu'on appelle les voies inhibitrices descendantes vers la moelle épinière qui vont donc essayer de contrôler cette douleur-là et de l'inhiber à travers les substances antalgiques, on va dire entre guillemets antalgiques endogènes, que sont les encéphalines, les endorphines et les dynorphines. Ces substances-là, on les appelle les opiacés endogènes par rapport aux récepteurs opiacés. Les récepteurs opiacés sont des récepteurs au niveau de l'organisme pourquoi on les a appelés comme ça? Parce qu'on a découvert qu'ils peuvent être stimulés par les dérivés opiacés, les dérivés de l'opium, la morphine et autres. Donc voilà. Et ces substances-là, ce sont des substances, vous le savez, endogènes qui bloquent la douleur, inhibent, on va dire, ou abolissent la douleur via les récepteurs aux opioïdes. Aussi, à côté de ces substances donc opiacées endogènes, on a ce qu'on appelle la théorie du gate control, une sorte de contrôle sujet à beaucoup d'hypothèses et donc qui est notamment caractérisé qui prend le caractère transitoire la majorité du fois. Qu'est-ce qu'elle dit cette théorie du gate control? En gros, pour pouvoir l'expliquer, elle dit que les fibres de gros calibre, que la stimulation des fibres de gros calibre inhiberait celle des petits calibres. Ceci s'explique en pratique par le fait vous avez sûrement dû essayer ça, si on a une région douloureuse, si on frictionne ou on applique une petite pression, la douleur disparaît à un moment. On a l'impression de soulagement. En fait, ce sont les fibres de gros calibre qui, souvenez-vous, je vous ai dit, transmettaient les stimuli de faible intensité qui exercent un rôle inhibiteur sur les fibres de petit calibre. Ça, c'est le contrôle physiologique endogène de la douleur. Maintenant, quand ce contrôle est dépassé, la douleur ne disparaissait pas, malgré tout ça, on a recours aux médicaments antalgiques. L'analgésie ou bien l'antalgie, donc deux termes équivalents, est définie comme étant une diminution objective de la sensation douloureuse sans perte de conscience. Ceci par contraste avec les anesthésiques qui aussi induisent une diminution de la sensation douloureuse, mais avec perte de conscience. Donc les médicaments antalgiques ou bien analgésiques, ce sont des médicaments qui peuvent atténuer la douleur ou alors carrément l'abolir sans provoquer de perte ni de conscience ni de toute autre sensation. Ils agissent uniquement sur la sensation douloureuse. Je vous ai dit tout au début, ce sont des traitements uniquement symptomatiques et selon les molécules dont on dispose, le délai d'action peut être rapide ou bien lent. Les antalgiques disponibles aujourd'hui peuvent être classés selon leur structure chimique en dérivés morphiniques et dérivés non morphiniques. Vous le devinez, dérivés morphiniques, c'est-à-dire ayant une structure dérivée, donc proche de celle de la morphine, et aux caractéristiques aussi pharmacologiques communes apparentées à celles de la morphine. Ces dérivés morphiniques ont une action centrale
et agit sur les récepteurs opioïdes. Et les dérivés non morphiniques n'ont pas d'action sur les récepteurs opioïdes. L'action peut être centrale ou bien périphérique. La classification universelle la plus utilisée, cependant, donc on vient d'évoquer la classification chimique, mais la plus utilisée est la classification en paliers en fonction de leur indication, de leur puissance d'activité, de leur niveau d'activité centrale ou périphérique. On distingue les antalgiques de palier 1, ce sont les antalgiques non morphiniques ou antalgiques périphériques qui sont indiqués dans les douleurs légères de faible intensité. Le deuxième palier, donc les antalgiques de palier 2, comprennent les antalgiques morphiniques à action centrale faible et ils sont indiqués dans les douleurs moyennes à intenses. Et puis le troisième palier, ce sont les antalgiques morphiniques proprement dit ou bien morphiniques forts à action centrale qui sont indiqués dans les douleurs intenses à très intenses ou lorsqu'il y a eu échec avec des traitements du palier 1 et de palier 2. Ceci sous-entend que pour prescrire un antalgique, il faudra respecter la règle des paliers. Donc, commencer toujours par le palier 1 et aller progressivement vers le palier 3 en cas de non-réponse. Ceci pour deux raisons. La première étant d'éviter des effets indésirables inutiles parce qu'il dit morphinique d'action fort, d'action centrale. C'est une action qui atteint le système nerveux central. Vous pouvez imaginer ils sont dotés de caractérisés par des effets indésirables plus importants que ceux non morphiniques de palier 1 ou périphériques. Et aussi, si on doit respecter cette règle de prescription par palier, c'est pour éviter pour garder toujours une solution. Donc, vous imaginez si on va toujours directement vers le palier 3, on serait rapidement à court de solutions. Alors que si on commence progressivement, à chaque fois, en cas d'échec, on peut donc changer de molécule et donc utiliser des molécules plus puissantes. Maintenant, donc, on va traiter ces deux classes-là, les antalgiques morphiniques et non morphiniques, et à chaque fois, on va préciser si c'est un palier 1, palier 2 ou palier 3, et on va commencer directement avec les antalgiques morphiniques. Donc, dans les antalgiques morphiniques, pour petit rappel, ils peuvent appartenir soit au palier 2 ou bien au palier 3. Palier 2, c'est les morphiniques faibles. Palier 3, c'est les morphiniques forts. Donc, ils seront indiqués dans les douleurs modérées à sévères ou alors, en cas d'échec, des antalgiques, du traitement par antalgique du palier 1. Leur mécanisme d'action est très simple. En fait, il n'y a pas vraiment de mécanisme. Il se lie tout simplement aux récepteurs opioïdes qui sont là et qui sont normalement stimulés par les encéphalines endogènes. Donc, celles-ci étant dépassées, les morphiniques, donc, comme médicaments, viennent stimuler ces récepteurs pour contrôler donc la douleur. En gros, ils vont renforcer donc la voie descendante du contrôle de la douleur. Aussi, à côté de cette action majoritaire, on va dire principale sur les récepteurs opioïdes, les morphiniques peuvent carrément inhiber, ou bien ils inhibent carrément la libération de la substance P, qui est le médiateur principal de la douleur. Donc, c'est une double action. Principalement, c'est la stimulation des récepteurs, la liaison récepteur opioïde, et secondairement, l'inhibition, donc, de la libération de la substance P. Ceci empêche la transmission, donc, du message de l'influx nerveux du message de la douleur, donc, au niveau des voies ascendantes. Donc, c'est une double action, à la fois renforcement des voies inhibitrices descendantes et inhibition de la transmission ascendante de la douleur. Ils sont indiqués, donc tous les morphiniques sont indiqués dans les douleurs aiguës, notamment viscérales, les douleurs liées à l'infarctus du myocarde et de l'œdème aigu pulmonaire, dans les douleurs chroniques telles que les douleurs cancéreuses, dans les douleurs post-opératoires, dans la toux et la diarrhée,
Bien évidemment, dans la toux et la diarrhée, vous devez comprendre que c'est une indication un petit peu exceptionnelle, c'est lorsque les autres traitements ont échoué. Des symptomatologies rebelles aux autres traitements, ça veut dire que si on est face à une toux et une diarrhée, on va pas directement, on n'a pas recours directement au morphinique. C'est lorsque ça ne répond pas aux autres traitements. Et bien évidemment, vous le savez, en anesthésie, dans le cocktail anesthésique, les analgésiques sont utilisés pour abolir la sensation douloureuse. En fait, dans le mélange anesthésique, vous allez me dire, les anesthésiques aussi abolissent la sensation douloureuse. Oui, mais les anesthésiques, c'est une dépression généralisée du système nerveux central. C'est une dépression pratiquement de toutes les fonctions. Donc, pour éviter un petit peu les réactions indésirables et tout, on mélange des choses de fait à réduire les doses de chaque médicament. Donc, au lieu d'utiliser une dose forte d'anesthésique seule, on dégage un petit peu donc certaines activités qui peuvent être prises en charge par d'autres médicaments. L'analgésie par les antalgiques, la relaxation, le relâchement musculaire par exemple par des myorelaxants et ainsi de suite. Donc, pour éviter les effets indésirables. Dernière indication des dérivés morphiniques, c'est le sevrage des opiacés. Les morphiniques, donc morphiniques ou opiacés, c'est la même chose. Vous savez, ce sont des substances stupéfiantes détournées pour l'usage des toxicomanes. Et pour le sévrage, pour traiter cette toxicomanie, on peut utiliser des produits morphiniques. Donc, c'est une catégorie particulière de produits dits agonistes-antagonistes. Ayant une activité un petit peu faible, ça permet de combler un petit peu le manque et d'éviter les symptômes du sévrage, mais en même temps, le pouvoir d'addiction et de toxicomanogène, il est réduit. On va parler de ce groupe de produits tout à l'heure, agonistes-antagonistes. Vous savez ce que c'est qu'agoniste et antagoniste? Agoniste, il stimule, antagoniste, il bloque, il inhibe. Donc, les effets indésirables des dérivés morphiniques, donc c'est commun à tous les dérivés morphiniques, toutes classes confondues, on va voir par la suite les classes, mais là, c'est les propriétés communes, le mécanisme d'action, les indications, et puis les effets indésirables. Donc, on a principalement de la constipation suite au ralentissement du péristaltisme intestinal et à la diminution de la sécrétion intestinale. Les morphiniques agissent toujours via les récepteurs opiacés. Les récepteurs opiacés n'existent pas qu'au niveau du système central. Ils existent aussi en périphérie, entre autres dans le tube digestif, et on a un ralentissement du péristaltisme avec une réduction de la sécrétion intestinale qui conduit à des constipations, des nausées et vomissements toujours par stimulation des récepteurs mu au niveau central, et un prurite, un effet spasmogène, un prurite, donc je ne sais pas si vous avez des gens qui ont été anesthésiés avec de la morphine, donc on a utilisé la morphine dans le cocktail anesthésique, quand ils se réveillent, ils se grattent au niveau du nez, au niveau des mains, etc. C'est le prurite lié aux effets morphiniques. Un effet spasmogène, en fait les morphiniques, ils agissent sur la musculature lisse, ils perturbent le tonus. D'accord? Ils peuvent augmenter le tonus de certaines fibres et diminuer le tonus d'autres fibres. Ça aboutit à une perturbation du tonus de ces fibres musculaires lisses et un effet, la conséquence est un effet spasmogène. On peut avoir des spasmes viscéraux, donc liés à l'administration des morphiniques. Avec la morphine, on note aussi la rigidité du tronc. Et enfin, la somnolence. Ils sont tous dotés d'effets sédatifs et la somnolence y est, donc interdiction de conduction de vagine, etc. De rares autres effets indésirables peuvent être cités, la dysphorie, donc modification de l'humeur, une dépression respiratoire aux doses fortes, donc aux doses fortes. Les centres respiratoires sont déprimés. Et il faut faire attention, c'est une urgence qu'il faut traiter et ça s'observe aux doses fortes. La dépendance aussi,
Donc, pouvoir d'addiction et la dépendance, le sujet prenant de la morphine peut devenir facilement dépendant. Donc, ces effets sont rares aux doses thérapeutiques si on respecte les doses thérapeutiques et bien évidemment, si on respecte aussi les durées de prescription, notamment pour ce qui est de la dépendance. Il y a une règle, vous avez fait les règles de prescription normalement, donc c'est parmi les stupéfiants, on a la règle des 7 jours, des 14 jours et puis des 28 jours, selon l'indication, renouvelable ou non, selon donc la prescription et l'indication. On commence maintenant les différentes sous-classes des antalgiques morphiniques. Je rappelle toujours pour que ça s'ancre dans vos têtes. Donc, dans les antalgiques morphiniques, on a ceux de palier 2, les morphiniques faibles, et ceux de palier 3, les morphiniques forts. On commence par les antalgiques sont trop faibles, les morphiniques faibles, ou de palier 2. Les 3 principales molécules connues sont la codéine, qui n'est autre qu'une morphine méthylée, à laquelle on a rajouté un groupement méthyle, c'est la déméthylmorphine. On a le dextropropoxyphène et le tramadol. La codéine a une activité antalgique inférieure à celle de la morphine et un effet antitussif supérieur à celui de la morphine. D'ailleurs, la codéine, on le retrouve dans la spécialité néocodion, par exemple, contre la toux, etc. Donc, elle a un pouvoir antitussif supérieur, mais l'antalgie est inférieure à celle de la morphine. Elle est rarement utilisée seule, elle est utilisée dans des associations synergiques telles que le codoliprane. Codoliprane, c'est du paracétamol plus la codéine. Paracétamol, c'est un antalgique périphérique, on va le voir tout à l'heure, c'est le palier 1, et auquel, dans le même médicament, on rajoute un morphinique faible. Ça donne une synergie d'action, c'est-à-dire une amélioration, donc ils agissent dans le même sens avec un résultat meilleur. Le dextropropoxyphène aussi, c'est un antalgique mineur dont la puissance d'activité est inférieure à celle de la morphine et de la codéine aussi, il est inférieur même à la codéine. Il est utilisé dans les douleurs aiguës et aussi il est disponible dans les associations synergiques. Il est associé aussi au paracétamol. Autrefois, la spécialité, le nom commercial, c'était le diantalvic. Aujourd'hui, je sais plus, je suis plus en officine, donc je connais pas tous les noms commerciaux existants. Et enfin, le tramadol, donc qui est aussi à action mineure. On va donner un peu plus de détails concernant ces molécules. La codéine est disponible par voie orale. Le rapport d'équianalgésie est de 1/6. Qu'est-ce qu'un rapport d'équianalgésie? C'est par rapport à la dose orale de morphine. Si vous voulez, c'est une comparaison de puissance par rapport à celle de la morphine. Si on dit un rapport d'équianalgésie de 1/6, ça veut dire qu'une dose de morphine vaut 6 doses de codéine. D'accord? Donc, c'est ça un rapport de... et il y a des tables, vous pouvez consulter sur Internet, il y a des tables de conversion des dosages des morphiniques qui prend en considération ce rapport. Parce que souvent, chez des patients traités, notamment pour des douleurs chroniques, rappelez-vous, les antalgiques, c'est des douleurs, les morphiniques, que ce soit palier 2 ou 3, c'est de douleurs modérées à sévères. C'est pas les douleurs légères. Donc souvent, on est confronté à des problèmes de tolérance, le sujet ne tolère pas, des problèmes de contre-indication, de non-réponse, et on doit changer d'une molécule à une autre. Il faut respecter cette notion d'équivalence analgésique. D'accord? Elle est contre-indiquée en cas de HS, c'est hypersensibilité, en cas d'allergie aux produits, à la codéine. Et à partir de là, je ne vais plus parler d'hypersensibilité. Pratiquement tous les médicaments sont contre-indiqués en cas d'allergie aux produits. Donc, je ne vais plus reparler de ça. Vous allez la retrouver écrite dans toutes les diapos. Elle est contre-indiquée en cas d'insuffisance respiratoire, c'est clair. C'est des produits déprimants pour les centres respiratoires. En cas de problème respiratoire, c'est à contre-indiquer. En cas d'asthme, ça va de soi. Chez l'enfant de moins d'1 an, en cas de grossesse, c'est d'allaitement. IAM, c'est interaction médicamenteuse. CI, c'est contre-indication. Donc, les contre-indications médicamenteuses concernent les morphiniques entre eux. En fait, il ne faut pas
associer deux catégories de morphéniques. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai parlé d'agoniste-antagoniste. On va en reparler. Il faut pas donc associer deux groupes de morphéniques en même temps. Donc, ça n'a pas de... Déjà, agoniste, antagoniste, il y a le terme antagoniste, donc ça laisse sous-entendre qu'il y a un blocage. En fait, il y aura une annulation des effets si on associe les deux. Et si on associe des morphéniques entre eux, on aura une synergie d'action, c'est sûr, mais aussi il va falloir faire attention aux effets indésirables qui vont être majorés aussi. Avec les benzodiazépines type lorazépam, prazépam, etc., l'exomil comme nom commercial à titre d'exemple, ce sont des tranquillisants mineurs, ce sont des anxiolytiques, et on a une addition des effets indésirables, notamment sédatifs et déprimants sur le SNC. Avec les antitussifs, pareil, et avec l'alcool. Donc, en fait, toutes ces associations, c'est une majoration des effets dépressifs du système nerveux central. Elle est prise à raison, avec un intervalle de prise de 4 à 6 heures. D'accord? Deuxième produit des antalgiques centraux faibles, donc de palier 2, c'est le dextropropoxyphène. Il est souvent, je vous ai dit, associé au paracétamol. En fait, c'est la seule spécialité disponible. Il est associé au paracétamol, il n'est pas utilisé seul. Contre-indiqué en cas d'insuffisance hépatique et rénale. Vous voyez ici, on a rajouté l'insuffisance hépatique et rénale. On essaie d'appliquer un petit peu ce qu'on a vu en pharmacocinétique. Ça veut dire que ce produit-là est fortement métabolisé et il est éliminé principalement par le rein. Si ces deux insuffisances n'étaient pas citées avec la codéine, ça veut dire que ça pose pas problème. Ça veut dire que la codéine est peu métabolisée et la principale voie d'élimination n'est pas rénale. Donc c'est pour ça que lorsque vous trouvez ça cité, ça veut dire que le lieu de métabolisme et d'élimination, c'est ça. Contre-indiqué chez les toxicomanes, quel que soit le produit d'addiction qu'ils prennent, en cas de grossesse, d'allaitement et l'enfant de moins de 15 ans. Donc, chez les toxicomanes, c'est pour majoration des effets sur le système nerveux central. Les interactions médicamenteuses sont les mêmes, elles sont communes à tous les morphiniques pratiquement. C'est les mêmes qu'on avait cités avec la codéine et l'intervalle de prise aussi, c'est le même entre 4 à 6 heures. Dernier produit dentalgique centraux faible, le tramadol. Il a un rapport d'équianalgésie de 1 sur 5. Donc, vous voyez aussi, il faut 5 fois la morphine pour obtenir le même effet analgésique. Disponible par voie orale et injectable. Contre-indiqué aussi en cas d'insuffisance hépatique et respiratoire. On n'a pas ici une insuffisance rénale. En cas d'épilepsie non contrôlée, il est contre-indiqué. Parce que le tramadol, c'est le Zamadol. Parce que il a comme propriété comme effet de baisser le seuil épileptogène. Sous tramadol, les crises d'épilepsie chez les sujets épileptiques, bien évidemment, ont tendance à avoir leur fréquence augmentée. Parce que le seuil de déclenchement de la crise est abaissé par dépression, donc par interférence avec les neurotransmetteurs en question, notamment le GABA. Donc, il sera contre-indiqué en cas d'épilepsie non contrôlée et chez les toxicomanes, toujours grossesse, allaitement et enfant. Bon, la contre-indication concernant la grossesse et l'enfant, moins de 3 ans et moins d'un an, et par la suite, on va voir, il y aura moins de 15 ans. On a tendance à comprendre que c'est des produits qui posent problème de malformation ou bien de croissance. C'est pas toujours le cas. En fait, cette contre-indication vient du fait qu'il n'y a pas eu d'études du tout, d'absence d'études dans le domaine. C'est pas évident, éthiquement parlant et pratiquement parlant, de réaliser des études utilisant des produits aussi dangereux que les morphiniques chez des enfants. C'est des nourrissons de moins de 2 ans et de 3 ans. Donc, en fait, c'est des études qui ne se font même pas. Et puisqu'on n'a pas d'études, on n'a pas de recul, on évite de les prescrire. Des fois, on contre-indique en se basant sur les résultats obtenus lors de l'expérimentation chez l'animal. Et on prévoit, et par exemple, si on a, chez l'animal, on a observé des effets en dehors des morphiniques. L'exemple qui me vient en tête, il n'a rien à voir avec les morphiniques, mais je donne un exemple pour que vous puissiez comprendre.
Si chez l'animal on détecte des problèmes osseux, des problèmes du cartilage, il faut penser à contre-indiquer chez l'enfant. Parce qu'on a la croissance. Chez l'adulte, ça peut ne pas poser problème. L'enfant, c'est sûr que ça va poser problème. Ça, c'est à titre d'exemple pour vous expliquer que la contre-indication, ça ne veut pas dire que ça a été testé et que ça donne des effets. Des fois, par précaution, par excès, on contre-indique, notamment lorsqu'il s'agit de produits aussi dangereux. Donc, aux effets sont trop généralisés. Même interaction médicamenteuse que celle de la codéine, auquel on rajoute les médicaments de la dépression nerveuse, les antidépresseurs, toujours par majoration des effets dépresseurs sur le SNC. Et l'intervalle de prise, c'est toujours 4 à 6 heures. Bref, avec ces antalgiques sont trop faibles, lorsqu'on les prescrit, il faut surveiller l'état général du malade. Il ne faut pas qu'il présente des pertes de conscience, une altération, quel que soit de l'état général. Surveiller sa tension artérielle parce que les morphiniques ont tendance à faire baisser la tension artérielle. Ce n'est pas donc une symptomatologie ou plutôt un effet alarmant. D'ailleurs, on ne l'a pas cité dans les effets indésirables. Mais lorsqu'il survient, il faut penser à un surdosage. C'est un signe d'une dose inappropriée de morphinique. Et bien évidemment, si on les prescrit, on doit assurer un régime alimentaire riche en fibres et un apport hydrique suffisant pour éviter les problèmes digestifs, la constipation. D'accord? On passe au deuxième sous-groupe d'antalgiques morphiniques. Les antalgiques sont trop forts, c'est-à-dire de palier 3. Et là, on a 3 sous-groupes. On a les agonistes purs, ça veut dire agonistes par rapport aux récepteurs opiacés, les médicaments qui stimulent les récepteurs. On a les agonistes antagonistes, on les appelle comme ça, ou bien on les appelle agonistes partiels. Ce sont des médicaments qui, à la base, stimulent les récepteurs opiacés, mais dans certaines conditions peuvent les inhiber, on va voir. Et on a carrément les antagonistes des récepteurs, des récepteurs opiacés. Donc, on commence avec le premier groupe, les agonistes purs. Ils ont des propriétés très très proches, voire identiques ou similaires à celles de la morphine. La morphine elle-même étant le chef de file de cette classe-là. Donc, c'est l'alcaloïde, le principal alcaloïde donc de l'opium, Papaver somniferum. C'est le principal alcaloïde. Ils sont caractérisés par un effet très très important à citer, c'est qu'ils ont un effet, ce qu'on appelle un effet plafond, un effet maximal. C'est-à-dire que l'effet antalgique est proportionnel à la dose jusqu'à un certain niveau où on a beau augmenter les doses, l'effet atteint un plafond, on ne peut pas aller au-delà. Comme produit, on a bien sûr la morphine, le fentanyl, sulfentanyl, l'hydromorphone, l'oxycodone, la pétidine. Donc, vous avez entre parenthèses les rapports d'éQI analgésie. Pour la morphine, j'ai cité la voie sous-cutanée, la voie IV par rapport à la voie orale. Ça veut dire que la voie sous-cutanée, c'est 2 fois plus efficace. La voie IV, 3 fois. Vous voyez le fentanyl, sulfentanyl, c'est supérieur à 100 fois. C'est des produits très, très, très puissants par rapport à la morphine. L'hydromorphone, un rapport de 7,5. Tout à l'heure, pour les faibles, c'était 1 sur. Donc là, c'est 7,5. L'oxycodone, un rapport de 2. Donc, la pétidine, elle a un rapport d'éQI analgésie un petit peu faible. L'activité, la puissance d'effet est inférieure à celle de la morphine, mais elle est classée parmi les morphiniques centraux, puisque ces effets sont marqués, donc notamment l'effet sur la dépression, etc., dépression respiratoire, etc. Tous ces agonistes purs ont en commun une activité antalgique ou analgésique puissante. Ils ont une action de ralentissement psychomoteur. Donc, ils provoquent un ralentissement psychomoteur. Tous ces produits-là. Un effet sédatif, une action psychodysleptique, la dysphorie, l'euphorie, même des délires, etc. Sous morphinique fort, souvent les patients donc développent ces effets-là. Donc,
Ils peuvent induire une dépression respiratoire dose dépendante. Ils ont un effet sur la musculature lisse responsable d'effets spasmogènes. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Ils provoquent tous une stimulation vagale et un myosis, donc un rétrécissement de la pupille de l'œil. Bon, dépression respiratoire, stimulation vagale, myosis, ce sont plutôt des signes observés à forte dose et c'est des signes alarmants d'un surdosage. Donc, si vous avez un patient surmorphinique avec ces signes-là, un patient surmorphinique, avec ces signes-là, il faut suspecter un surdosage. Il faut une prise en charge. On va voir tout à l'heure qu'est-ce qu'il faut faire. Mais sinon, les points communs côté activité, c'est l'activité analgésique puissante, le ralentissement psychomoteur, la sédation et la psychodyslexie. Ils sont contre-indiqués toujours en cas de grossesse allaitement chez l'enfant, donc moins de 30 mois, en cas de symptômes abdominaux aigus. Ça veut dire en cas de douleur aiguë évoquant un problème viscéral abdominal, une crise de vésicule biliaire, pancréatite. Pourquoi ils sont contre-indiqués? Déjà, ils ont un effet spasmogène, mais aussi ils risquent de masquer la douleur et de faire passer à côté du diagnostic. Il y a certaines douleurs qu'il ne faut pas masquer, au contraire. Donc, le fait de les masquer, de les traiter, la douleur, elle disparaît, mais le problème là, et on risque de passer à côté du diagnostic. Pareil en cas de trauma crânien. Aussi, le fait de masquer la douleur risque de conduire à ne pas détecter certains problèmes importants. Ils sont contre-indiqués en cas d'insuffisance respiratoire et d'insuffisance hépatique grave. Là, c'est vraiment les états d'insuffisance hépatique grave. Et en fait, pour ce qui est des contre-indications pour l'insuffisance hépatique et l'insuffisance rénale, il y a selon la gravité et il y a des échelles de calcul. Donc, pour la rénale, le calcul est simple, c'est la clairance à la créatinine et en fonction du DFG, donc du débit de filtration glomérulaire, on définit le stade d'insuffisance et on définit la dose A. Pour l'hépatique, c'est un petit peu plus compliqué, il n'y a pas de paramètres clairs comme ça, mais il y a des algorithmes qui peuvent donc nous dire à quel stade pour différencier les stades d'insuffisance et à quel stade va falloir contre-indiquer carrément ou bien réduire les doses, etc. Donc, contre-indiquer aussi dans les états convulsifs. En cas d'alcoolisme et de délirium tremens, c'est-à-dire en cas de sévrage brutal de l'alcool. Donc, là, c'est par addition des effets, des effets centraux. Hein. Donc, c'est l'addition des effets centraux, majoration des effets indésirables qui fait que c'est contre-indiqué. Les interactions médicamenteuses, c'est les mêmes que celles de la codéine. Je rappelle que ce sont des médicaments stupéfiants, donc obéissant aux règles de prescription particulières, avec le support de prescription particulier, le carnet à souche, etc., et avec toutes les formalités donc réglementaires relatives à ça que vous avez évoquées dans le TD ou bien le cours de la prescription. La durée de prescription est limitée selon la forme galénique et selon l'indication aussi. La règle, c'est 7, 14 et 28 jours. La dose initiale, j'ai donné l'exemple de la morphine. Là, c'est la dose de la morphine. Donc, on commence par une dose initiale d'1 mg par kilo par jour qui doit être réduite si nécessaire en cas d'apparition d'effets indésirables. La réponse, c'est-à-dire la relation dose-efficacité et tolérance du patient est vraiment variable d'un patient à l'autre. Donc, en fait, il faut commencer par donner cette faible petite dose et voir ce qui se passe pour adapter par la suite. L'adaptation se fait par augmentation progressive sous surveillance jusqu'à ce qu'on atteigne une bonne réponse. Ça veut dire que le patient ne se plaigne plus de sa douleur. Par voie donc orale, le plus souvent, elle est utilisée plusieurs fois par jour, sans dépasser donc la dose maximale de 2,5 mg par toutes les 4 heures. Plutôt. Sinon, si ces doses, même en répartissant tout au long de la journée,
et en atteignant la dose maximale de 2,5, si ça ne donne pas de résultat, il va falloir passer aux formes LP, forme à libération prolongée, qui, elle, donc, assure une libération continue sur une longue durée, sur 12 heures minimales, 24 heures maximum, de produits. Parce qu'en fait, avec les prises pluriquotidiennes, on va dire, c'est pas que la dose est insuffisante, mais c'est que l'intervalle, il y a un intervalle à respecter et une dose à respecter, 2,5 toutes les 4 heures. Des fois, la douleur réapparaît avant que les 4 heures ne s'écoulent et le patient a déjà pris sa dose maximale. Donc la solution là, c'est pas d'augmenter ou bien de rétrécir les intervalles, mais opter plutôt pour une forme LP qui libérera en continu le produit. Si on administre la morphine par voie IV, on administre et on fait une titration toutes les 6 à 10 minutes, c'est-à-dire on évalue et on adapte selon la réponse jusqu'à ce que la douleur disparaisse. Donc voilà. Ils sont indiqués principalement dans les douleurs chroniques, généralement par voie orale, ou en association, on utilise des associations de plusieurs voies. On donne une fois la voie rapide, c'est-à-dire libération immédiate, le comprimé ordinaire, auquel on rajoute le comprimé LP. C'est pour optimiser la réponse. D'accord? Un produit à libération rapide pour soulager rapidement et un produit LP pour, si vous voulez, prolonger l'effet. Donc les formes LP, donc il y a les formes LP orales, mais il y a aussi les formes transdermiques, c'est les patchs de morphine. Donc, ou bien alors on associe dérivés morphiniques plus dérivés non morphiniques, c'est-à-dire antalgiques de palier 1. Dans les douleurs aiguës, donc en fonction de la rapidité d'action qu'on souhaite, on va choisir soit le bolus IV, donc très rapide, soit la sous-cutanée, soit la PCA pour analgésie contrôlée par le patient. C'est le système de pompe, donc que le patient, c'est comme les pompes à insuline, que le patient peut gérer gérer l'apport en morphinique selon ses besoins. L'effet maximal dépend de quelques minutes jusqu'à 16 heures selon la voie d'administration. Vous voyez, ça va dans le sens croissant de l'IV jusqu'à la voie transdermique. Le document, vous l'aurez à la fin. Donc, deuxième sous-groupe des antalgiques sont trop forts, c'est les agonistes antagonistes ou bien agonistes partiels. Ça comprend la buprenorphine, c'est le temgesic, et l'analbufine. En fait, vous voyez déjà, la dose d'équianalgésie, c'est supérieure à la morphine. On a 30 quand même, c'est important pour la buprenorphine, et 2 pour l'analbufine. Ce sont des produits à action moins puissante aussi puissante, plus puissante que la morphine, qui sont agonistes s'ils sont utilisés seuls. Le problème qu'ils posent, c'est s'ils sont utilisés en association avec les morphiniques agonistes purs, la résultante est un blocage. Ils deviennent antagonistes. Donc, il ne faut jamais donner ces produits avec des agonistes purs. Il ne faut jamais commencer en donnant un agoniste antagoniste, et puis lorsque le malade ne répond plus, on revient à l'agoniste pur. Et ça, j'ai été moi-même témoin de cette expérience-là avec certains patients, notamment pour des douleurs cancéreuses, à qui on a donné d'emblée, au lieu de donner de la morphine, on a donné du temgesic, et puis après, à un moment donné, les douleurs étaient devenues insupportables, et lorsqu'on est passé au morphinique, ça donnait rien. C'est à cause du pouvoir agoniste-antagoniste. C'est une erreur, il ne faut pas commencer par ça. Donc, ce sont des produits agonistes s'ils sont seuls. S'ils sont administrés avec les agonistes purs, ils deviennent antagonistes. Bien que le rapport équianalgésique est intéressant, de 30 et de 2, mais en pratique clinique, l'efficacité est moindre que celle de la morphine. C'est sûrement dû à cette propriété d'antagonisme-antagoniste,
ou antagonisme partiel, agonisme plutôt partiel. Ça veut dire qu'il n'occupe pas tous les récepteurs, qui n'ont pas le maximum d'effet. Donc, en pratique, dans la réalité, ils sont moins efficaces, bien qu'en théorie, ils paraissent être puissants. Caractérisés aussi par l'effet plafond, tous les dérivés morphiniques sont pratiquement caractérisés par cet effet plafond. Il ne faut jamais les associer aux agonistes purs, j'ai expliqué pourquoi. Les contre-indications et les interactions médicamenteuses, c'est la chose bien dans ce cours, c'est que à chaque fois, c'est les mêmes que ceux évoqués plus haut, avec les agonistes purs. Ils partagent, oui. Je l'ai dit, c'est par rapport à cette propriété d'agonisme-antagoniste et par rapport à cet agonisme partiel. Ils ne sont pas très puissants. Je ne sais pas, est-ce que vous avez fait un cours sur les récepteurs et la pharmacodynamie? On vous a parlé d'agonistes entiers et d'agonistes partiels. Vous vous rappelez la courbe, l'agoniste entier, on vous a montré une courbe, l'effet maximal est atteint, avec l'agoniste partiel, non. Ceci d'un côté. D'un autre côté, en pharmacologie, et pour tous les médicaments, on a la pharmaco, la théorie, ce qui se passe côté moléculaire, interaction avec les récepteurs, et on a le résultat qui est observé en pratique, avec de l'expérience, en pratique clinique. Donc là, c'est ça aussi, bien que le rapport d'équianalgésie est supérieur et favorable, on va dire, mais dans la réalité, dans le traitement, donc, ils sont moins efficaces. Et c'est dû à cette propriété d'agonisme partiel. D'accord? Oui. Dernier groupe des antalgiques sont trop forts, ce sont les antagonistes, l'analoxone. En fait, ces produits, l'analoxone, elle n'est pas utilisée comme médicament antidouleur, mais c'est l'antidote, si vous voulez, de la morphine et des morphiniques. En cas d'intoxication, c'est un dérivé morphinique, mais qui est utilisé en cas d'intoxication à la morphine. Donc, il bloque ses effets. Les mêmes contre-indications, les mêmes interactions médicamenteuses que les agonistes purs. En règle générale, lors de la prescription des morphiniques forts de palier 3, il faut faire attention aux signes de surdosage qui sont la dépression respiratoire, le sommeil profond vers le coma, le myosis et l'hypotension prononcée. Ces signes avec un patient sous morphinique doivent alarmer d'un surdosage. Donc, il va falloir une prise en charge spécialisée en réanimation médicale avec administration de l'antidote qui est l'analoxone. Et pour éviter d'arriver à cela, lorsqu'on met un patient sous morphinique, il faut le surveiller et adapter la posologie, donc régulièrement en cas d'apparition d'un effet secondaire ou en cas d'inefficacité. Donc, c'est pour ça d'ailleurs, c'est en partie pour ça qu'on a une règle de prescription. C'est vrai que c'est pour le pouvoir stupéfiant, etc., mais aussi c'est pour pouvoir réévaluer à chaque fois. Donc, un patient sous morphinique, même si c'est un cancéreux avec des douleurs chroniques, il a un dossier à l'hôpital, on lui donne sa morphine donc pour un mois, pour 28 jours. Lorsqu'il vient reprendre, on ne conduit pas la prescription comme ça. Il y a toujours un entretien, une réévaluation. Et le médecin peut décider de réduire la dose, d'augmenter ou bien de retirer carrément. Donc, c'est toujours sous surveillance donc qu'il faut prescrire, conduire plutôt le traitement par ces produits-là. On passe au deuxième groupe. On a fini avec les antalgiques morphiniques. On va parler des antalgiques non morphiniques, c'est-à-dire le palier 1. Là, on a 3 grands groupes. Palier 1, là ici, palier 1. Je répète pour qu'il n'y ait pas de confusion, les non morphiniques, c'est palier 1. Les morphiniques, ça peut être palier 2 ou bien palier 3. Palier 2, c'est les faibles, palier 3, c'est les forts. D'accord? Faibles en termes d'effet de puissance d'activité, en termes d'effets secondaires aussi. Donc, dans les non morphiniques, on a les analgésiques purs, représentés par le néfopan, c'est l'acupan. On a les analgésiques antipyrétiques, c'est-à-dire contre la fièvre, antipyrétiques, représentés par le paracétamol. Et on a les AINS, anti-inflammatoires non stéroïdiens.
représenté par l'acide acétylsalicylique. C'est l'aspirine, c'est le chef de file, c'est la molécule mère si vous voulez. On va voir brièvement ces différentes classes. Donc, tout d'abord, les propriétés communes, ils sont indiqués dans les douleurs mineures, on va dire, d'intensité sévère, les céphalées, les simples maux de tête. D'ailleurs, même si on parle de migraine proprement dite, le premier traitement de première intention, c'est ces antalgiques périphériques. Pour la migraine, attention, on ne donne pas de morphinique pour la migraine. À aucun moment, on a cité la migraine dans l'indication des morphiniques. Donc, la migraine, on commence toujours par un antalgique de palier 1, sinon on passe aux médicaments spécifiques antimigraineux, c'est autre chose. Donc, c'est avec la sérotonine, etc. Donc, en cas de céphalée, en cas de douleur dentaire, musculaire, ostéo-articulaire, en cas de dysménorrhée chez la femme, colique hépatique et néphrétique. Tout ça, c'est des douleurs généralement modérées et pas chroniques aussi. C'est lié à une cause organique qui, une fois disparaît, la douleur disparaît aussi. On commence avec le premier produit, le néfopan. C'est un antalgique pur, de palier 1 mais pur. Ça veut dire qu'il présente une activité antalgique. Donc, je vais faire défiler toute la diapo, après j'explique. Donc, l'acupan, ou bien le néfopan, la DCI c'est le néfopan, il est disponible par voie IV. La dose maximale à ne pas dépasser de 120 mg jour, qui doit être répartie en 4 prises. Il est utilisé dans les affections douloureuses aiguës et en post-opératoire. Il est très utilisé, largement utilisé en post-opératoire. Donc, l'acupan, il est toujours présent. Il présente une efficacité ou bien une puissance d'activité représentant 20% celle de la morphine. Et il est 10 fois plus puissant que l'aspirine. Ça veut dire que c'est mieux que l'aspirine, c'est un petit peu moins que la morphine. Il agit en inhibant la recapture. On a prouvé in vitro, ça veut dire lors de l'expérimentation, on a prouvé qu'il inhibait la recapture des catécholamines. Vous savez, les catécholamines, elles sont synthétisées par la bande synaptique. Après action, elles doivent être recapturées par l'élément présynaptique pour les régénérations, le métabolisme, etc. Catabolisme. Eh bien, ce produit, il inhibe la recapture, notamment celle de la sérotonine, donc qui fait augmenter la concentration de ces catécholamines, en quelque sorte, puisqu'il inhibe la recapture. Il a un effet antinociceptif, c'est-à-dire il élimine la douleur, mais le mécanisme est aussi anti-hyperalgésique, mais aussi, tout cela, le mécanisme exact détaillé reste encore mal connu. C'est-à-dire l'effet est là, il est prouvé, on a quelques théories, quelques remarques, constatations expérimentales, mais comment exactement, on ne sait pas encore, c'est encore mal élucidé. Il y a pas mal de médicaments comme ça, pour lesquels l'effet reste, il reste beaucoup de points d'interrogation quant au mécanisme d'action, mais l'efficacité est là. À côté d'une absence de toxicité grave, on commercialise quand même ces médicaments. Comme effet indésirable, on note qu'il est doté de propriétés anticholinergiques, ça veut dire que c'est un bloqueur des récepteurs muscariniques. Quand on parle de propriétés anticholinergiques, il faut penser à l'adénome prostatique, l'hypertrophie de la prostate, la rétention urinaire, etc. Et vous avez fait les SNA. La touche SNA. Je ne sais pas, en première, en physio, les effets alpha et bêta, ou plutôt les effets, là je parle de l'acétylcholine, parasympathique, muscarinique, etc. Ah, il va falloir revoir tout ça. Je pense qu'il y a un cours sur les médicaments du SNA. Enfin, vous allez vous rafraîchir la mémoire avec ça. Bref, c'est une règle, propriété anticholinergique contre-indiquée en cas d'adénome prostatique de rétention urinaire, parce que ça aggrave le cas. Parce que déjà, le anticholinergique, ça veut dire que c'est parasympatholytique. On bloque l'activité parasympathique. Ça me rappelle une petite anecdote. Ça fait pas longtemps que j'ai rencontré un cas pareil. Ça n'a rien à voir avec le néfopan, mais c'était un produit anticholinergique. Un sujet, c'était une collègue qui avait son père avec
avec un adénome de la prostate, une tumeur carrément de la prostate, donc il y a une hypertrophie prostatique, des problèmes de rétention urinaire, et c'est un sujet âgé qui était agité et tout ça, il l'a ramené chez un neurologue ou bien un psychiatre, qui lui a donné du largactyle, pardon. Le largactyle, c'est un neuroleptique, c'est un calmant, mais qui a des propriétés anticholinergiques. C'est une contre-indication formelle, ça va aggraver son problème prostatique. Je lui ai signalé ça et effectivement, elle n'a pas tenu compte de ça. Et après, lors d'une prochaine consultation, elle a changé de neurologue, il lui a fait tout un scandale. Comment vous lui avez donné ce médicament? Donc, tout ça, c'est des notions importantes. En tant que futur médecin, retenez, propriété anticholinergique, c'est égal contre-indication en cas de glaucome à angle fermé et en cas d'adénome prostatique. Je rajoute le glaucome à angle fermé. Donc, révisez le cours du SNA, vous allez comprendre pourquoi. Sinon, on ne va pas terminer le cours aujourd'hui. Bref, il a des effets aussi secondaires hémodynamiques. Le néfopam augmente la pression artérielle et augmente la fréquence cardiaque. Donc, il faut faire attention chez les sujets hypertendus et ayant des troubles du rythme cardiaque. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il est contre-indiqué, on peut le donner, mais en surveillant ces paramètres. Si les sujets il est sous hypertenseur, il faut penser à adapter les doses de son médicament, etc. En contre-indication, on retrouve les allergies, l'épilepsie, puisqu'il abaisse aussi le seuil. Quand vous trouvez comme contre-indication épilepsie, ça veut dire qu'il y a un abaissement du seuil épileptogène, le risque de glaucome et rétention urinaire et l'enfant. Glaucome et rétention urinaire, dans la rétention urinaire, on a la rétention proprement dite et on a celle liée à l'hypertrophie prostatique. Et j'ai expliqué pourquoi, c'est les propriétés antimuscariniques. Deuxième médicament donc non morphinique, c'est le fameux paracétamol. Donc le paracétamol qui est disponible par voie orale, rectale et IV sous plusieurs formes galéniques, comprimés, sachets, poudre pour solution buvable, comprimés effervescents, ce que vous voulez, injectables bien sûr. Donc c'est un antalgique périphérique aux propriétés antipyrétiques contre la fièvre. Il diminue la fièvre. C'est un produit antipyrétique par excellence. Donc, d'action centrale. Hein. Faites attention, il ne faut pas mélanger non morphinique, ça veut dire que c'est périphérique. Là, c'est l'action antipyrétique. Bon, l'action antalgique, elle est périphérique. L'action antipyrétique, elle est centrale parce qu'il régule elle intervient dans la régulation de la température au niveau thalamique. Donc, c'est au niveau central. Comment? Il inhibe la COX-3, la cyclooxygénase type 3. Vous connaissez les cyclooxygénases? Vous n'avez pas fait le métabolisme de l'acide arachidonique. Aïe, aïe. Normalement. Vous vous rappelez, peut-être vous l'avez vu. Bon, les phospholipides membranaires libèrent de l'acide arachidonique. Cet acide arachidonique, c'est une voie métabolique existante, donc au niveau de l'organisme. Vous allez comprendre le but. Cet acide arachidonique va suivre deux voies métaboliques. Si vous voulez, après, je vous donne un schéma. Je vais chercher un schéma pour vous expliquer. Je le rajoute au cours. Donc, il va suivre deux voies métaboliques. La première, c'est par des enzymes appelées cyclooxygénases, les COX. Ces cyclooxygénases, on connaît la 1, la 2 et la 3. Bref, ces cyclooxygénases conduisent à la synthèse de quoi? La synthèse des prostaglandines. Les prostaglandines sont des produits qui élèvent la fièvre, qui provoquent de la douleur, qui provoquent de l'inflammation. Ça, c'est la première voie donc de synthèse. Les cyclooxygénases aussi sont responsables de la synthèse de ce qu'on appelle le thromboxane A2. Thromboxane A2, c'est impliqué dans l'agrégation plaquettaire, dans les phénomènes de coagulation. C'est pour ça que lorsqu'on nous donne des anti-inflammatoires, je sors un petit peu du paracétamol. Là, c'est pour que vous compreniez cette histoire. Oh pardon, j'ai fait tomber votre téléphone. Donc, c'est pour comprendre cette histoire des cyclooxygénases. Donc, on a phospholipide membranaire, c'est la phospholipase A2. L'enzyme, elle donne acide arachidonique. L'acide arachidonique, il donne via les cyclooxygénases 3 sortes de produits. Les prostaglandines, les prostacyclines qui protègent l'estomac, la muqueuse gastrique,
et le thromboxane A2 impliqué dans l'agrégation plaquettaire. La deuxième voie, c'est la voie des leucotriènes. Les leucotriènes, c'est des substances provoquant une bronchoconstriction. On va laisser ça de côté. Ce qui nous intéresse, c'est les cyclooxygénases. Donc, quand un produit bloque la cyclooxygénase, ça veut dire plus de formation de prostaglandine, c'est bon pour la fièvre, c'est bon pour l'inflammation, c'est bon pour la douleur. Plus de formation de prostacycline, plus de protection pour l'estomac. C'est pour ça que les anti-inflammatoires, paracétamol, un mot anti-inflammatoire. Hein. Je veux dire, c'est pour ça qu'on les donne avec les protections gastriques, etc. Bloc cyclooxygénase, on bloque la synthèse de thromboxane A2. Thromboxane A2, il est impliqué dans l'agrégation des plaquettes, donc la coagulation, la première étape de la coagulation. C'est pour ça qu'il y a un risque hémorragique avec les anti-inflammatoires. Ça, c'est pour comprendre les cyclooxygénases. Maintenant, je reviens à la COX-3. J'ai dit il y a 3 types de cyclooxygénase. La cyclooxygénase 3 n'a rien à voir avec l'effet anti-inflammatoire, hémorragique, etc. C'est purement antipyrétique, antidouleur. Donc, le paracétamol n'a pas ses effets secondaires sur l'estomac, le risque hémorragique, etc. En fait, c'est une histoire de type d'isoenzyme inhibé. Les cyclooxygénases, c'est 3. Le paracétamol inhibe la COX-3, il est spécifique de la COX-3, donc uniquement un effet antalgique et un effet antipyrétique. Aussi, il capte les peroxydes, des peroxydes, on a prouvé qu'il capte des peroxydes au niveau central. Ces peroxydes aussi sont responsables de la génération donc de la douleur et de la fièvre surtout. La seule contre-indication, c'est l'allergie et l'insuffisance hépatocellulaire. C'est plutôt un produit bien toléré aux effets indésirables rares si les doses sont respectées. Donc, l'insuffisance hépatocellulaire du paracétamol, elle est due à son métabolite réactif. Lorsque j'ai fait le cours du métabolisme, j'ai parlé du métabolite réactif du paracétamol, le 1-acétylparabenzoquinolamine. D'accord? Ce produit, ce métabolite, en cas de prescription de dose normale, il n'est pas toxique. Pourquoi? Parce qu'il est éliminé par le foie. Il est éliminé par le glutathion, la voie du glutathion. Maintenant, lorsqu'on a des doses massives, un surdosage, les capacités en glutathion s'épuisent. C'est des réserves. C'est bon, tout le glutathion est utilisé. Et donc, à un moment donné, le foie n'arrive plus à détoxifier ce métabolite réactif. C'est là qu'apparaît la toxicité. Mais j'ai dit, c'est vraiment lié aux doses élevées. Ceci dit, il ne faut pas négliger ou banaliser l'utilisation de cette molécule, notamment chez les enfants, chez qui déjà le foie ne fonctionne pas bien, il est immature. Donc, en cas de surdosage, qu'est-ce qu'on fait? On administre, il y a un antidote, le NAC, c'est la N-acétylcystéine. En fait, cette N-acétylcystéine va fournir des groupements soufre, pour la régénération du glutathion pour permettre d'éliminer le métabolite réactif. Bref, tout ça, c'est des détails en plus. Retenez-moi que c'est la N-acétylcystéine. Le NAC, c'est l'antidote du paracétamol. Le NAC, c'est le fluimicide, là. Il faut fluimicide. On le donne. Il va falloir vous familiariser donc avec les noms des médicaments. On le donne pour la fluidification des sécrétions bronchiques. Lorsqu'on a le nez bouché, la gorge avec beaucoup de sécrétions, on le donne. C'est des sachets. Il y a aussi un comprimé. Donc, il est indiqué comme fluidifiant respiratoire. Mais en même temps, c'est un antidote du paracétamol. La seule interaction médicamenteuse notable, c'est celle avec les anticoagulants oraux. Les médicaments contre la coagulation par voie orale. Ça veut dire que ce n'est pas l'héparine, l'Ovenox, etc. C'est ce qu'on prend par voie orale. Mais cette interaction consiste en quoi? Il y a une augmentation des hémorragies, du risque hémorragique. Parce que l'anticoagulant oral, c'est quoi? C'est des médicaments qui s'opposent à la coagulation. C'est pour les malades qui souffrent de maladies thromboemboliques. Risque thrombotique, on donne donc ces médicaments-là. Le problème avec ces médicaments, c'est qu'ils ont une marge thérapeutique très étroite, c'est-à-dire différence entre dose maximale et dose minimale, elle est très étroite.
Et à la moindre interaction, modification, on peut basculer dans le problème de l'hémorragie, puisque ça inhibe la coagulation. C'est le cas avec lorsqu'on associe ces médicaments avec le paracétamol, mais dans des circonstances bien précises, lorsque on prend du paracétamol à des doses supérieures à 4 grammes par jour, pendant au moins 4 jours. C'est-à-dire, si c'est inférieur à 4 grammes, on ne se soucie pas de ça. Si c'est pendant moins de 4 jours, on n'a pas à s'inquiéter. Maintenant, si vous avez un patient sous AVK, anticoagulants oraux, c'est des patients qui prennent ça à vie. Si vous leur prescrivez du paracétamol pour des douleurs ou bien pour de la fièvre, il faut penser à la durée de votre prescription et à votre dose. Ne jamais atteindre les 4 grammes, parce qu'on ne va pas arrêter l'anticoagulant, c'est fatal pour lui. On va jouer sur le paracétamol, ne pas atteindre les 4 grammes par jour et ne pas prescrire plus de 4 jours. Sinon, on risque d'avoir des problèmes hémorragiques. Concernant une vue sur les doses, donc par voie orale, chez l'adulte, 1 gramme par prise à ne pas dépasser 4 grammes par jour. L'enfant, c'est 80 mg kilo et l'intervalle de prise 4 à 6 heures. On termine avec les INS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, dernière classe, donc des antalgiques de palier 1. Le chef de file est l'acide acétylsalicylique, le AAS, c'est l'aspirine, disponible par voie orale et IV, vous le savez. C'est un médicament. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont des médicaments antalgiques, ça veut dire contre la douleur, antipyrétiques, anti-agrégants plaquettaires et anti-inflammatoires. On comprend maintenant parce que ce sont des inhibiteurs de la cyclooxygénase. On inhibe la cyclooxygénase, plus de prostaglandines. Les prostaglandines, c'est la douleur, c'est l'inflammation, c'est la fièvre. Plus d'agrégation plaquettaire, c'est les thromboxanes. Et donc voilà. Pourquoi j'ai classé ici? J'ai fait exprès de classer dans cet ordre antalgie, antipyrétique, anti-agrégant, anti-inflammatoire. C'est en fonction de la dose. En fait, plus on augmente la dose, plus on a un effet. Ça veut dire que les doses antalgiques, si on veut utiliser l'aspirine pour des doses antalgiques, c'est des doses inférieures aux doses anti-inflammatoires. D'accord? J'ai pas mis le détail des doses, je trouve que c'est barbant pour un cours de 3e année, d'autant plus que vous n'allez pas utiliser ça immédiatement. Et puis c'est disponible dans n'importe quel autre ouvrage, dans les notices. Donc ça sert à rien de le mettre dans un cours, mais il faut savoir que ce n'est pas la même dose qu'on donne en fonction de l'effet qu'on veut avoir. L'acide acétylsalicylique, je précise bien ici, c'est l'acide acétylsalicylique, pas tous les INS. Il inhibe la cyclooxygénase de façon irréversible. Il la bloque de façon définitive. Il va falloir la synthèse de nouvelles cyclooxygénases pour que l'inhibition se lève. Les autres anti-inflammatoires qu'on connaît inhibent de façon réversible. C'est-à-dire, il se fixe, il inhibe, il se défixe. La cyclooxygénase refonctionne normalement. Avec l'aspirine, non, c'est irréversible. Il présente plutôt, l'acide acétylsalicylique présente des effets indésirables digestifs, l'ulcère gastro-duodénal, peut provoquer un ulcère, des bourdonnements d'oreilles, des vertiges et un syndrome hémorragique, puisque c'est un anti-agrégant, il inhibe la formation des thromboxanes A2. Donc, contre-indiqué en cas d'ulcère gastrique, parce qu'il va favoriser l'évolution des lésions. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Vous avez fait les maladies digestives ou là? Qui est-ce qui parle? J'arrive pas à localiser. Qui? Vous avez la même. Je m'adresse directement à vous. Vous avez fait le digestif. Je ne sais pas, avec le nouveau programme, je ne sais plus ce que vous faites. Mais c'était la physio-physiopathe. C'est la même chose, vous faites toujours de la physio-physiopathe. Dieu merci. Bon, l'ulcère gastro-duodénal, il est dû à quoi?
il est dû à, grosso modo, sans rentrer dans trop de détails, à un déséquilibre entre les facteurs qui agressent la muqueuse gastrique et les facteurs qui protègent la muqueuse gastrique. Qu'est-ce qui agresse la muqueuse gastrique? C'est l'HCl, c'est la sécrétion chlorhydrique elle-même. Qu'est-ce qui protège? C'est le mucus, c'est les sécrétions donc au niveau de la muqueuse gastrique, et c'est les prostacyclines. Les anti-inflammatoires, je vous ai dit, ils inhibent la COX. Et la COX, c'est prostaglandine, elle donne des prostaglandines, prostacycline, thromboxane A2. Je vais rajouter un schéma de ça au niveau du cours. Les prostacyclines, c'est des substances qui protègent la muqueuse gastrique. L'anti-inflammatoire, il bloque la synthèse de ces substances-là. La muqueuse, elle n'est plus protégée. Donc, l'érosion par l'acidité va être facilitée. D'accord? Donc, il peut provoquer un ulcère gastro-duodénal. Bien sûr, il y a des facteurs de risque, les sujets prédisposés qui ont déjà des lésions, des problèmes gastriques, et le traitement de longue durée aux doses fortes. Sinon, pour prévenir ça, vous avez sûrement dû le remarquer, à chaque fois qu'on donne des anti-inflammatoires, on donne avec des protecteurs gastriques. On donne ne serait-ce que du Malox, donc ça c'est les protecteurs gastriques, c'est comme le Malox, les sirops, les préparations liquides, là, elles forment une sorte de film sur la muqueuse gastrique qui empêche l'irritation de celle-ci. Sinon, on donne carrément des antisécrétoires gastriques, comme le Lomac, les inhibiteurs de la pompe à protons, la ranitidine, antisécrétoire, etc. Voilà. Donc, puisqu'il provoque cet ulcère, la personne qui est déjà confirmée ayant un ulcère gastro-duodénal, on lui contre-indique carrément la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'aspirine y compris, bien sûr. Chez les personnes ayant un risque hémorragique aussi, on proscrit ces produits-là. Un risque, je cite par exemple les médicaments, les gens sous antivitamine K, sous anticoagulants oraux. On contre-indique carrément donc les anti-inflammatoires parce qu'on favorise l'apparition des hémorragies. En cas de grossesse dans le 3e trimestre, pour 2 raisons, ils inhibent la synthèse de prostaglandines. Les prostaglandines sont impliquées aussi dans le déclenchement du travail utérin. Donc, pris pendant le dernier trimestre, le travail risque de ne pas se déclencher à temps. Il y a risque de prolongation de la grossesse, mais c'est pas la chose la plus inquiétante. La plus inquiétante, c'est la fermeture du canal artériel chez le fœtus de façon prématurée. Des AINS dans le dernier trimestre, c'est une fermeture prématurée du canal artériel chez le nouveau-né. Donc, carrément, on contre-indique, là, c'est clair, et on connaît la raison pourquoi c'est indiqué. Ils sont contre-indiqués en association avec le méthotrexate. Le méthotrexate, c'est un médicament anticancéreux, et aussi dans les polyarthrites, utilisé dans la polyarthrite rhumatoïde, les maladies auto-immunes et cancéreuses. Donc, l'acide acétylsalicylique et les anti-inflammatoires en général inhibent la sécrétion tubulaire du méthotrexate. Donc, il empêche son élimination et qui dit anticancéreux dit beaucoup d'effets désirables. Donc, il empêche son élimination et provoque son accumulation dans l'organisme. Vous pouvez imaginer beaucoup d'effets indésirables. La toxicité du méthotrexate, elle est surtout médulaire. Il diminue toutes les lignées sanguines. Donc, on a une aplasie, on peut aller jusqu'à l'aplasie médulaire, diminution des globules rouges, des leucocytes, de toutes les lignées sanguines. Voilà. Comme interaction médicamenteuse, on recite les anticoagulants oraux, lorsque le sujet est bien maîtrisé, sa maladie est stable, qu'on n'a pas d'autre choix, qu'il faut utiliser des anti-inflammatoires, il faut surveiller. Et c'est une contre-indication à la base, quand on n'a pas le choix, il faut donner, il faut surveiller, il faut savoir qu'il y a une augmentation du risque hémorragique. Avec l'héparine aussi, l'héparine, c'est l'anticoagulant par voie injectable, c'est l'Ovenox. L'association avec d'autres AINS, c'est une association qui ne veut rien dire, elle est irrationnelle.
ça ne fait qu'augmenter les effets secondaires. On n'a aucun gain par rapport à l'activité. Et dernière interaction avec le DIU, le dispositif intra-utérin, le stérilet chez la femme. Pour éliminer la grossesse. Pourquoi? Le stérilet, comment il fonctionne? Il crée une inflammation au niveau de l'utérus pour empêcher l'anidation de l'œuf. Et si je donne des anti-inflammatoires, ça va inhiber l'inflammation, il va y avoir une grossesse. Donc, femme, si vous avez votre patiente est une femme en âge de procréation, il faut lui demander si elle porte, avant de prescrire l'INS, il faut lui demander si elle porte un DIU ou pas. Si elle le porte, contre-indication formelle de l'utilisation de l'anti-inflammatoire ou alors l'utiliser en prenant toutes les précautions pour éviter la grossesse. D'accord? Donc, il faut lui dire que ça ne protège pas, qu'elle n'est plus protégée durant la prise du médicament. Voilà. En fait, c'est pas une contre-indication. Hein. Parce qu'il y a un moyen, donc il faut juste expliquer à la patiente. Là, je termine toujours avec l'acide acétysalicylique. Je donne un aperçu des doses, 2 grammes par prise, à ne pas dépasser les 6 grammes toutes les 24 heures. Chez l'enfant, 60 mg par kilo par 24 heures. L'intervalle, vous avez, depuis le début, c'est bien. Lorsque vous avez Antalgis, c'est 4 à 6 heures. C'est pour toutes les molécules. Je vais parler par la suite des autres anti-inflammatoires, autres que l'acide acétylsalicylique. La différence, c'est qu'ils sont disponibles aussi par voie IM et par voie locale et par voie rectale. On a des pommades d'anti-inflammatoires, on a des suppos d'anti-inflammatoires. Donc, c'est la différence avec l'acide acétylsalicylique qui n'existe que par voie orale et IV, injectable. Donc, la deuxième différence, c'est qu'il y a une inhibition réversible de la cyclooxygénase. Et dernière particularité, c'est que ces anti-inflammatoires présentent la notion de sélectivité par rapport au type de COX. En fait, ils inhibent la COX-1 et la COX-2. La COX-3, c'est le paracétamol. La COX-3, elle n'a rien à voir avec l'inflammation, c'est l'effet antalgique, c'est tout. Donc, les anti-inflammatoires inhibent la COX-1 et la COX-2. Maintenant, actuellement, on a pu développer des molécules assez nouvelles, c'est quand même ancien, mais par rapport aux autres, elles sont assez nouvelles, qui inhibent de façon spécifique et sélective la COX-2 uniquement, qui m'a le Celecoxib, le Celebrex. Ce sont des anti-inflammatoires qui sont connus pour être inhibiteurs uniquement de la COX-2. Et si le médicament inhibe uniquement la COX-2, il n'aura pas cet effet sur le tube digestif. Il n'y aura pas un grand risque d'ulcération gastro-duodénale, etc. C'est l'avantage de ces produits-là. Ça veut dire si on veut éviter ce problème-là, ou bien le prescrire chez un patient souffrant de problèmes digestifs, il vaut mieux opter pour une molécule qui est sélective de la COX-2. On va voir les différentes molécules, je vais les citer, la dernière diapo, je vais citer les molécules. Ces AINS sont indiqués dans les douleurs de l'appareil locomoteur, les céphalées, les douleurs lombaires et les dysménorrhées chez la femme. Et là, une vue sur les molécules, j'ai mis une classification chimique. Bon, vous n'êtes pas obligé d'apprendre tout ça. Par contre, il va falloir connaître un petit peu les molécules. Donc, vous avez les dérivés de l'acide énolique tels que le pyroxycam, la noramidopyrine, pyroxycam. Moi, j'ai oublié les noms communs. Moi, j'ai tellement l'habitude de travailler en DCI que si je suis pas en officine, même si je me souviens des noms commerciaux, c'est les anciens. Maintenant, il n'y a plus de princesse. Pratiquement, on n'a que des génériques et il y en a plein. Je connais plus les noms. Donc, les dérivés antraléniques, l'acide niflumique, là, c'est le nifluryl, c'est clair. Les dérivés aryl carboxyliques, on a le diclofénac, le Voltaren, c'est le Voltaren. Naproxène, l'ibuprofène, c'est algifène, antalphène. Kétoprophène, on a le kétoprophène. On a les dérivés de l'endométacine et la nabuméthane. Et enfin, les nimésulides, Celecoxib et rofecoxib, qui sont sélectifs. Ces derniers-là sont sélectifs de la COX-2. On termine avec une remarque très très importante. Ces AINS sont très prescrits
à chaque fois qu'il y a des douleurs, qu'il y a une inflammation, notion de fièvre, on a tendance à les prescrire de façon plus ou moins abusive. Il faut savoir que des statistiques dans le monde disent que 25% des effets indésirables liés aux médicaments sont relatifs aux AINS, sont représentés par les effets indésirables aux AINS. Dans le monde, on a noté 260 000 hospitalisations et 26 000 décès par an liés à l'utilisation des AINS, c'est quand même important. Et bien sûr, la survenue de ces effets indésirables graves et même les décès est liée à certains facteurs de risque, notamment l'âge, les antécédents, donc les antécédents médicaux du patient, les pathologies qu'il a présentées, etc., et les comédications, c'est-à-dire la prise d'autres médicaments pouvant favoriser cette survenue d'effets indésirables. Il ne faut jamais donner en première intention un anti-inflammatoire si on est en présence d'une fièvre et d'une douleur. Donc, il vaut mieux opter pour le paracétamol, pour un antalgique, parce qu'on a le risque d'encéphalopathie, donc le syndrome de Rey, un risque d'encéphalopathie, c'est grave comme effet, donc il faut toujours commencer par le paracétamol. Après, lorsque on identifie donc la cause, si c'est une infection, on peut se permettre de donner un anti-inflammatoire, d'accord? Mais comme ça, en première intention, d'emblée, je suis devant une fièvre et douleur sans comprendre le diagnostic, le contexte, il est préférable de ne pas donner d'emblée un anti-inflammatoire. D'accord? Voilà, merci.